Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast AWS en français. Merci de nous écouter toutes les semaines. On parle cloud, on parle API, on parle solutions, on parle implémentation dans le cloud AWS également. Merci de continuer de nous partager vos feedbacks sur Twitter, Sebsto, SEBSTO, sur les autres réseaux sociaux et puis dans les commentaires des différentes plateformes de podcast où vous pouvez nous écouter. Dans cet épisode, on parle aujourd'hui d'API et ça tombe bien puisque AWS c'est essentiellement des API depuis 15 ans, depuis le premier service Amazon S3. Nous vous offrons des API avant même parfois de vous offrir une console. Donc l'API, c'est au cœur de notre métier. Et on va parler API et plutôt de sécurité, de conformité des API avec la solution développée par Bearer. Et j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Montard, qui est fondateur de Bearer. Guillaume, merci de nous donner un peu de notre temps. On va commencer par le constat que vous avez fait. Pourquoi vous avez créé Bearer? C'est quoi le problème de vos clients que vous essayez de résoudre? Ouais, alors c'est une bonne question. En fait, ce qui est très intéressant, c'est de regarder en fait un peu l'évolution des API. Et l'API en tant que tel, d'ailleurs, tu le disais très bien avec AWS, c'est pas nouveau. Techniquement parlant, ça fait bientôt 20 ans qu'on en fait. Ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde sur les on va dire 4-5 dernières années, on voit l'API se transformer en étant quelque chose qui était purement technique, on va dire. Et aujourd'hui, l'API devient en fait un vecteur de business. Et en fait, l'expansion des API, c'est clairement le business et le produit qui sous-tend cette évolution. On voit un certain nombre de produits maintenant qui se délivrent que par API. Alors, on a tous en tête les Stripe, Twilio, etc. Mais aussi, on voit un certain nombre d'acteurs plus traditionnels, même bancaires, d'assurance, en fait, qui délivrent une partie maintenant de leur valeur et de leur service via des API pour que d'autres acteurs construisent des produits dessus. On a vu toute la révolution avec l'ensemble des fintechs qui justement utilisent ces API. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on change complètement de paradigme sur comment est-ce qu'on développe du software. Et en fait, ce software, on le développe avec plein de building blocks qui sont en fait toutes ces API et qui en fait sont souvent et de plus en plus tierces. Et donc en fait, on rely sur d'autres personnes tout simplement pour fournir des services à nos utilisateurs à la fin. Et de plus en plus. Et ça, il y a beaucoup de challenges en fait qui sont induits par ce changement de paradigme et on en est vraiment que au début. Il y a deux choses. Il y a les API qu'on offre à nos consommateurs, nos clients, et puis les API qu'on utilise pour construire un service aussi. Moi, je dis dans ma bio, il y a une petite phrase qui dit si vous voulez me vendre quelque chose, soyez sûr qu'il y ait une API, que ça soit un frigo, une enceinte connectée ou n'importe quoi. On peut plus lancer une startup aujourd'hui sans fournir une API en plus de l'application. Alors oui, mais comme tu dis, alors à partir d'une certaine taille, tu es obligé de fournir une API, mais avant même ça, tu es obligé aussi de fournir des intégrations, ce qui est le pendant inverse du miroir. Mais ce qui est toujours très intéressant dans le monde de l'API, c'est qu'en fait, on est dans un miroir et des fois, on se comporte comme celui qui provide et des fois comme celui qui consomme. La réalité, c'est qu'à la fin, on consomme beaucoup plus d'API qu'on en provide. En préparant cet épisode, je lisais les différents blogs qu'il y a sur votre site web et je mettrai les liens évidemment dans les notes du podcast. J'ai lu ce concept de Shadow API, d'API dans l'ombre. C'est quoi ce concept-là? Exactement. Alors en fait, il y a un concept qui est très très connu dans le monde de l'IT, ça s'appelle le Shadow IT, qui existe depuis longtemps. En fait, le Shadow IT, c'est tous les éléments, tous les composants de son système d'information qu'on ne connaît pas en fait, qui a bypassé à peu près toutes les règles, la sécu, enfin à peu près tout le monde. Et en fait, les Shadow API, c'est exactement la même chose. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on build beaucoup de software, on expose, on consomme ces API, et en fait, elles bypassent la plupart du process interne de l'entreprise. Et en fait, plus personne ne sait quelles sont ces API, pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles font exactement. On n'a pas d'inventaire, on n'a pas de liste. C'est l'inventaire en soi, c'est l'une des parties de la solution. Et le vrai problème, c'est la visibilité. Au global, c'est le manque de visibilité. Et la visibilité, forcément, elle veut dire différentes choses pour différentes personnes. Qu'on parle de l'engineering, qu'on parle de la sécurité, qu'on parle de la compliance, qu'on parle du business. Tous ces gens-là ont besoin de visibilité à un moment ou à un autre, et cette visibilité, elle manque quand on parle d'API, parce que l'API reste quand même un sujet aussi très technique, très profond, et bien évidemment, c'est difficile de faire sortir tout ça. Alors les API en général, ça sert à ramener des données. Les données doivent être sécurisées. Parfois, ce sont des données privées. On doit rentrer également dans un contexte de compliance. Quelle est votre solution pour aider les développeurs?
Alors, merci de me tendre la perche. Mais effectivement, chez Bearer, on développe une solution en fait de visibilité sur ce qu'on appellera les data flows pour les équipes de sécurité et de compliance. En fait, le sujet, c'est comment est-ce que dans un monde où on échange de plus en plus de données, un monde qui est de plus en plus régulé, et on pourra en reparler si tu veux, comment est-ce qu'on contrôle l'ensemble de ces échanges et comment est-ce que ces échanges de façon contrôlée permettent en fait de garder une certaine sécurité, une certaine conformité. En fait, c'est de la gestion de risque pour une entreprise à la fin, ni plus ni moins. Et il y a un élément qui est clé, qui nous tient beaucoup à cœur, en fait, c'est d'implémenter du privacy by design. Et en fait, comment est-ce qu'on construit des produits en pensant au privacy dès le début et pas comme quelque chose qui à la fin, on a oublié, il va falloir qu'on y pense. C'est assez intéressant parce qu'il y a quelques exemples. Je pense le dernier que pas mal de personnes ont vu et surtout peut-être dans l'audience avec Clubhouse qui explose, etc. Et en fait, Clubhouse est en train de se faire rattraper par la CNIL et par l'ensemble des organismes de protection de données parce qu'en fait, ils ont construit un super produit explosif, mais en fait, ils n'ont pas du tout géré les problématiques de data sécurité et de data privacy. Et maintenant, ils ont ces problèmes sur le dos. Et il va falloir qu'ils se repenchent sur comment est-ce qu'ils ont construit leur produit parce que ça n'a pas été pensé dès le début. Et donc, comment vous pouvez aider justement à penser cet aspect sécurité, conformité sur la gestion des API? Alors, l'API, c'est un moyen pour une fin. C'est pas une finalité en soi dans ce monde-là. C'est juste qu'effectivement, l'API, c'est quand même l'endroit. Enfin, c'est la porte d'accès aux données finalement. Exactement. C'est majoritairement, pas que, mais majoritairement, et de plus en plus, on en est clairement qu'au début. Et donc, c'est comme la sécurité d'une maison. Si je veux sécuriser ma maison, je verrouille la porte. Et l'API, c'est la porte aux données et les fenêtres, bien sûr. Voilà, c'est exactement ça. Et en fait, pour verrouiller, plus que verrouiller d'un point de vue purement sécurité, quand on pense sécurité, on a souvent en tête le côté il faut chiffrer, il faut protéger les accès, etc. Quand on est sur de la data privacy, la data sécurité, c'est d'abord déjà de la visibilité, c'est d'abord déjà comprendre qu'est-ce qu'on partage avec qui, qu'est-ce qu'on obtient de qui, et c'est d'avoir en fait une gestion de risque associée à ça. Et c'est de savoir est-ce qu'on a le droit de le faire, comment est-ce qu'il faut le documenter, comment est-ce qu'on s'assure qu'on est en conformité en fait à la fin avec la régulation, mais aussi avec ce qu'on dit à nos clients. Aujourd'hui, on a tous en tête les fameux cookie consent, etc., qui sont en fait juste un tout petit élément de l'ensemble de la régulation, par exemple sur la RGPD. Mais l'objectif, c'est en fait de savoir avec qui je partage quoi. Et maintenant que j'ai cette visibilité, je peux gérer mon risque et je peux, oui ou non, renforcer ma sécurité, faire évoluer ce que je partage, gérer et anonymiser mes données différemment et ainsi de suite. Et donc, en fait, pour en arriver là, on repart sur la visibilité, il faut donner de la visibilité. Donc, pour donner cette visibilité, Bearer, nous, on s'inscrit dans le cycle de développement dès le début d'un projet, en fait, et on va analyser le code source développé par l'équipe produit engineering. On va récupérer un ensemble de métadonnées qui vont nous permettre en fait de comprendre comment ce logiciel il est construit, avec qui il communique simplement. Et en fait, à partir de là, pouvoir faire un mix d'automatisation et aussi de questions pour comprendre en fait le périmètre autour de la donnée et de la donnée privée et permettre en fait de créer tout un cycle de review qui est naturel et qui est automatique et qui est en fait infini dans un projet où en fait les équipes engineering ont un certain nombre d'informations qui en fait permettent aux équipes sécurité de faire leur travail plus facilement et mieux, et à la fin qui permettent aux équipes de compliance d'être en conformité, on va dire, avec la régulation sur ces sujets-là, et aussi de faire leur assessment de risque. Donc en fait, c'est quelque chose de très bottom-up, où on récupère de l'information, on automatise la récupération de cette information, on automatise la récupération du contexte, et après, c'est du workflow. Et c'est du workflow qui permet en fait de répondre à des questions et de permettre de gérer le risque. C'est une approche assez différente de ce que je connais, parce que je travaille dans l'industrie depuis de longues années. Ceux qui ont déjà vu mes cheveux gris le savent. Où d'habitude on a installé plutôt des agents. C'est la serrure qu'on met sur la porte. Ici, vous allez plutôt analyser les plans, vous allez analyser la fondation, vous allez analyser le code source. Et donc, en analysant le code, arriver, j'essaye de résumer ce que tu as dit, à détecter quelles sont les API qui sont utilisées, à automatiser la sécurité de certaines, et pour ce que vous pouvez pas automatiser, au moins créer un rapport avec des questions à poser, ce qui permet aux auditeurs à ceux qui vont auditer le code ou le périmètre d'utilisation, au moins d'avoir une liste exhaustive de tous les appels API qui sont faits dans l'application. Exactement. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre,
quand on parle de compliance, quand on parle de gestion de risque, c'est pas 0 ou 1. C'est pas c'est bien fait, c'est mal fait. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que l'automatisation n'est pas une solution complète, elle est impossible. L'automatisation sert à extraire de l'information, elle sert à obtenir de l'information qui est probablement compliquée et fastidieuse à obtenir, mais derrière, on est obligé d'avoir des humains qui expliquent les sous-jacents du pourquoi, du comment. Et ça, aucune solution pourra l'automatiser. C'est pour ça que dans tous les cas sur ces métiers-là, il y a du manuel qui est nécessaire, mais ce manuel peut être réduit au strict minimum et à ce qui est le plus intéressant en faisant de la collecte automatique en amont. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, la façon dont ça marche, c'est top-down, c'est-à-dire c'est des équipes de compliance qui vont aller voir des équipes d'engineering de temps en temps et qui vont aller poser des questions. Et personne ne se comprend parce qu'en fait c'est des personnes juridiques qui posent des questions à des équipes techniques, donc forcément on a un problème de dialogue très clairement. Et d'ailleurs même quand on suit typiquement sur le RGPD pour faire un peu précisément par exemple un record of processing activities, quelque chose qui est obligatoire, quand on regarde la façon dont c'est construit, quand on est un ingé soi-même, on se dit mais en fait ça rentre pas dans les cases. Je peux pas répondre à ces questions parce que ça ne correspond pas à une structure technique. Donc comment est-ce que je fais ce lien? Et c'est ça qui est très compliqué. Et ce qui est compliqué en plus, c'est de le faire au bon moment, c'est de poser les bonnes questions aux bonnes personnes avec le bon contexte et de faire en sorte que tout ça soit très seamless. Parce qu'aujourd'hui, tous ces sujets-là, malheureusement, sont vus comme un poids, comme quelque chose qui ralentit l'innovation. On est dans un monde où c'est plus une option de s'occuper de la privacy et de la sécurité. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte que l'ensemble de ces process, l'ensemble de ces méthodes soient inscrits dans le cycle de développement, soient naturels, comme aujourd'hui on a des CI pour faire des tests automatiques, on a des CI sur des éléments très très précis de sécu. Comment est-ce qu'on pense à la data privacy, à la data sécurité de la même façon dans le cycle de vie du développement? Et donc l'idée pour vos clients, c'est de télécharger un outil qu'on intègre dans sa chaîne d'intégration continue, de déploiement continu, qui va analyser le code à ce moment-là, et puis produire les rapports. Alors oui, on se plug sur la code base. Après, c'est là où il y a plein de différences et je rentrerai pas dans les détails précisément, mais on n'a pas forcément besoin d'aller regarder chaque seconde. Et parce que il n'y a pas forcément de choses bloquantes. Donc il faut s'intégrer dans la chaîne du développeur. Donc on s'intègre dans son Git, dans son GitHub, dans son GitLab, on-premise, hosté, etc. Et effectivement, on va triggerer un certain nombre de workflows directement auprès des développeurs dans leur outil. Nous, l'enjeu, c'est de ne jamais avoir accès au code source. Donc c'est un gros enjeu. C'est comment est-ce qu'on analyse le code source sans y avoir accès, parce que en fait, on parle à des équipes sécurité toute la journée, à des boîtes d'une taille globalement très importante et très sensible. Et pour eux, bien évidemment, si intégrer Bearer pour les aider sur ces sujets-là, Bearer devient aussi un élément problématique, ça ne marche pas. Oui, pas question d'envoyer tout le code source dans votre compte AWS et faire l'analyse dans le cloud. Ça doit se faire on-prem, enfin là, peu importe, on-prem au sens large, chez le client, que ça soit dans le cloud ou on-prem, mais de leur côté évidemment et pas de vôtre. Si tu es invité dans le podcast aujourd'hui, c'est parce que votre solution elle-même fonctionne sur AWS et tu viens de dire que vous pouvez pas faire l'analyse dans le cloud. Donc, comment vous utilisez le cloud AWS? Comment vous avez utilisé le cloud AWS pour construire cette solution que vous offrez à vos clients? Alors on a développé beaucoup de choses dans l'histoire de Bearer et encore aujourd'hui. Donc on a un mix de choses. La plateforme qu'on vend, ça reste une plateforme SaaS, donc une plateforme hostée dans le cloud, dans un cloud public, dans AWS. En effet, on a effectivement une partie. Nous, c'est ce qu'on appelle un broker en fait, qui va aller faire l'analyse de ce code-là, qui est directement hosté chez le client. Donc chez le client, ça peut être dans son pure on-premise ou dans son cloud. Dans son cloud, quel que soit le cloud. Exactement. Nous, on communique avec via WebSocket, en fait, pour que ce soit pas nous qui communiquions avec, mais ce soit eux qui communiquent avec nous. Encore une fois, pour un certain nombre de problématiques de sécurité. Derrière, on a un ensemble de clusters Fargate avec en gros toute une stack AWS assez, on va dire classique, mais qui marche bien, qui est relativement éprouvé aujourd'hui. Il y a deux choses que tu as dit qui sont intéressantes là. Donc Fargate, ça veut dire container et ça veut dire serverless aussi. Donc vous avez containerisé votre app et vous la déployez en serverless, je suppose, pour ne pas avoir à gérer des flottes d'instances EC2. Exactement, on a différents components et il y a des éléments qu'on ne veut pas gérer en effet. Et d'ailleurs, pour nous, l'une des questions aujourd'hui, on est dans
dans un mode où on doit itérer très très vite. Et l'un de ces éléments, c'est aussi comment faire pour que nos équipes d'ingénierie aient une expérience qui soit la plus équivalente à un pass, comme un Heroku en fait. Et ça c'est un sujet vraiment important. Et c'est vrai que je pense que c'est une recherche où on voit beaucoup de solutions émerger aujourd'hui pour essayer de construire des Heroku-like dans son infra AWS. Nous, c'est très très important qu'on soit le honneur de notre infra. Encore une fois, pour des questions de sécurité, qu'on veille sur le moins de third party possible. Et ça, c'est un enjeu. Je sais que chez AWS, vous travaillez sur des solutions équivalentes. D'ailleurs, on a reçu un email hier sur le sujet pour qu'on puisse tester en bêta privée une de vos solutions. Aujourd'hui, on teste aussi une autre solution du marché d'une startup française sur le sujet. Donc ça, c'est un point clé parce que l'infrastructure, après, c'est encore une fois, c'est un moyen pour une finalité. Et on va dire que dans la vie de la boîte aujourd'hui, le moins on s'occupe de notre infrastructure, mais le plus on est safe par rapport à celle-ci, et ça nous permet d'itérer vite, le mieux on se porte. On est assez pragmatique. J'essaie de comprendre de me faire un schéma mental de la solution. Donc, on a votre broker qui tourne chez votre client, qui analyse le code source une fois de temps en temps quand il est déclenché. Effectivement, ça doit pas nécessairement être intégré à la chaîne de déploiement ou d'intégration continue en tout cas, parce que ça va pas nécessairement changer toutes les heures ou tout. Ça peut être des analyses une fois tous les jours, toutes les semaines. Et puis donc lui, il fait une WebSocket, une connexion WebSocket sur votre infra. Quel type d'informations sont échangées là entre les deux, puisque c'est pas le code source? Non, c'est déjà les findings, c'est le report. Exactement. En fait, c'est un report d'un certain niveau. En fait, nous, on fait de l'analyse. Donc, en fait, basiquement, on fait de l'analyse statique. On fait le static code analysis, c'est la terminologie, sur la code base. Donc, on en retire un certain nombre de métadonnées. Donc, bien évidemment, comme ce que je disais, typiquement, toutes les API qui peuvent être consommées par cette stack, que ce soit via des dépendances ou en direct. Donc, on fait un certain nombre d'analyses. On fait cette analyse de code statique directement dans le broker. Tout ça, en fait, c'est packagé dans un binaire Go. Pour que ça aille assez vite. Et donc, en fait, tout ça extrait un rapport. C'est que des métadonnées, en fait, basiquement. C'est un requirement JSON qu'on va envoyer via WebSocket sur notre infra, que nous, on va derrière reanalyser. On va compléter l'analyse. Aujourd'hui, on fait de l'analyse globalement très supervisée. Demain, on va probablement intégrer plus d'éléments sur lesquels on pourrait appeler ça du machine learning. Je suis assez, je mets assez de guillemets là-dessus. Pourrait appeler. Ouais, parce que honnêtement, aujourd'hui, on n'en fait pas, qu'on soit très clair, on n'en fait pas et on n'en a pas besoin. Je pense que demain, on en fera. Et c'est là aussi tout l'intérêt d'avoir des solutions type AWS sur ces sujets-là, pouvoir aller beaucoup plus vite. Et s'occuper en fait de la stack haut niveau et pas de la stack bas niveau. Ça, encore une fois, c'est toujours la même chose. Mais aujourd'hui, effectivement, on fait de l'analyse additionnelle et on en retire un certain nombre de métadonnées qui nous permettent de triggerer des workflows directement pour nos clients et en fait d'analyser les nouveaux projets ou les projets qui ont évolué ou tel projet qui n'a jamais été reviewé. On va lui lancer une review et on va poser des questions directement à l'équipe engineering dans leur Git, mais en leur posant des questions basées avec le contexte qu'on aura détecté avec l'analyse statique, qui nous permettent pas de poser en fait le moins de questions possible, basiquement, et avec un contexte qu'ils comprennent, et donc que ce ne soit pas quelqu'un de juridique qui pose des questions sur du code, ce qui n'a absolument aucun effet, qui ne marche pas. Et donc ça nous permet de commencer à triggerer ce workflow qui, au fur et à mesure de son cycle de vie, va finir dans les mains de l'équipe de compliance. Et donc typiquement, si vous voulez rapporter une question ou un challenge sur une ligne de code, vous aurez le nom du fichier, la ligne de code, mais pas la ligne de texte telle qu'elle est dans le code source. Et donc la visualisation du rapport peut se faire de nouveau on-prem pour le remettre, enfin on-prem, de nouveau, entendons-nous on-prem, chez votre client, où que ça soit, ça peut être dans le cloud. Et là, ça peut être remis en contexte. Là, on peut montrer un extrait du code source comme on le fait, parce que le code source, il est chez le client. Clairement, typiquement, effectivement, nous on remonte la ligne, etc., le fichier, l'ensemble des métadonnées qui nous permettent en fait de faire quasiment tout bêtement un lien, mais le lien, par exemple, un lien GitHub qui va directement dans le bon fichier à la bonne ligne avec le bon highlight, etc. C'est ça, ouais. C'est exactement ça. Et pour nous, c'est un sujet qui est forcément toujours compliqué parce que comment faire en sorte d'être le plus safe possible, mais aussi comment faire en sorte que tout ça ne soit pas des frictions pour nos clients et pour nos utilisateurs. Donc, c'est toujours trouver cet équilibre entre sécurité et facilité d'usage. Et ça, c'est un challenge mécaniquement au quotidien sur tout ce qu'on fait. Mais de toute façon, ça devrait être un challenge pour chaque boîte qui se lance aujourd'hui et chaque nouveau produit, parce que les clients aujourd'hui demandent de la transparence, demandent de la sécurité. C'est une nécessité.
Et je reviens sur votre infra AWS. Donc, vous recevez ces données, vous devez les stocker. Je suppose que tu gardes tout l'historique. Comme ça, il y a une trace historique également des changements dans le code que vous avez analysé chez vos clients. Donc là aussi, vous êtes parti sur du serverless, je sais pas, Dynamo, S3, typiquement. Ouais, exactement. Voilà, c'était une hypothèse, on n'en avait pas parlé avant. Mais... Exactement. Non, tu viens de répondre effectivement. Là, de ce point de vue-là, on sait que ça scale, ça marche très très bien pour le type de données qu'on stocke. Dans un monde passé, on stockait différents types de données et on utilisait plutôt du Elasticsearch. Ça marchait beaucoup mieux pour ce qu'on faisait. Mais pour ce type d'information, c'est effectivement du Dynamo et du S3, ça marche très bien. Et puis, il y a cette partie d'analyse. Là aussi, il y a une infra qui tourne en mode batch ou en mode fil de l'eau qui se déclenche de temps en temps pour aller analyser les données que vous avez collectées. On parle container là aussi. Ça fait partie de notre Fargate. D'accord. On a un ensemble de workers. Et après, alors là, tu vois, du coup, j'ai une question qui vient de me soulever chez moi parce que je sais qu'on a pas mal de SQS aussi. Et tu vois, Tiens, à quoi ça sert SQS dans l'infra? Je pose à mon équipe parce que j'ai un trou sur un bout de notre infra là-dessus. Probablement pour communiquer entre containers de façon asynchrone. C'est un service que j'aime bien. C'est le plus vieux service. Il était même disponible en bêta avant Amazon S3. Donc il a plus de 15 ans, SQS. Quels sont les challenges que vous avez eu pour implémenter cette solution dans le code? C'était un voyage tout tranquille, pépère, ou au contraire, vous avez eu quelques hiccups, comme on dit en anglais, je sais pas comment traduire ça. Ouais, non, c'est des challenges. C'est pas des problèmes, c'est des challenges. Ça veut dire qu'il y a une solution. Il y en a toujours et il y en a plein. Hein, typiquement, nous on a un de nos challenges, c'est bien évidemment c'est l'analyse statique de code. Comment est-ce que tu fais la meilleure analyse de statique de code possible avec le moins de faux positifs possible? Parce que l'analyse statique de code, c'est compliqué. C'est différent pour chaque stack aussi. Parce que bien évidemment, nous, nos clients n'ont pas juste une stack JavaScript ou Ruby. C'est quoi les langages que vous supportez? Alors, techniquement, on a un niveau d'analyse qui marche pour tous les langages. Et après, on a des analyses plus intelligentes en fonction des langages. Et ça, on l'a fait sur du Ruby, du Node, du Python, du Go, du PHP, du Java, du .NET. Donc ça couvre l'essentiel de ce qu'on trouve en entreprise aujourd'hui. C'est l'objectif. Après, typiquement, aujourd'hui, on sait qu'on le fait pas bien sur du objectif. Enfin, on fait rien Objectif C. L'objectif C ou du. Objectif C, c'est mourant aussi. Ça va disparaître. Donc Swift pour le futur. Voilà, exactement. On sait qu'on a quelques trous là-dedans. Et après, c'est comment on fait ces analyses de plus en plus finement, parce que c'est comme si on prend du JavaScript ou du Node. En fait, après, il y a tous les frameworks qu'il faut prendre en compte, et plus on les prend bien en compte, plus notre analyse sera fine et sera correcte. On a toute la gestion de l'analyse des dépendances aussi. Ce qu'on sait, c'est que quand tu fais des API, quand tu consommes des API, potentiellement, tu le fais souvent via un certain nombre de packages, NPM et autres. Et donc ça aussi, on fait de l'analyse additionnelle dessus. Mais ça, c'est une analyse statique que vous pouvez faire une fois pour toutes, parce que le même package qui est utilisé par 25 de vos clients, c'est des choses que vous pouvez pré-mâcher même de votre côté. Là. C'est exactement, par exemple, c'est l'un des types d'analyse qu'on fait a posteriori chez nous. Une fois qu'on a l'ensemble des packages qui sont utilisés, effectivement, on rajoute cette analyse on top. Exactement. Et en fait, c'est là où en fait tu comprends que pour nous, c'est un ensemble d'heuristiques. C'est plein d'heuristiques différentes qui s'additionnent et qui s'empilent les unes sur les autres, et en fait qui vont donner un score en fait à la fin et un signal pour nous dire ça, on est très safe. Là-dessus, on sait pas. Là-dessus, c'est un faux positif. Et en fait, le on sait pas est très important pour nous parce qu'il nous permet d'apprendre. Ça doit faire un paquet de volume de données, parce que tous ces packages, je parle même pas du code de vos clients, tous ces packages, prenons les 100 packages les plus courants dans tous les langages que tu as supportés, sur toutes les versions, parce que ces packages évoluent avec le temps. Je suppose que vous gardez un historique des différentes versions aussi, parce que tous les clients utilisent des versions différentes, a priori. T'as une idée de la volumétrie J'ai pas d'idée de la volumétrie, mais elle est importante. J'imagine. C'est une bonne question. J'ai pas d'idée de la volumétrie. Elle est très importante et on l'a construit. Ce qui est intéressant, c'est que plus on a de clients, plus on analyse le code, forcément, plus l'analyse suivante va être solide et va être efficace. Précise. C'est là où, en fait, je parlais un peu de machine learning, parce que pour nous, demain, c'est une évidence qu'on peut faire du machine learning, parce qu'on a le volume de données nécessaire, on a l'apprentissage supervisé nécessaire. Voilà. Après, est-ce que ce machine learning, ça nous permet d'arriver à un taux de 95 à 98, 99% ou plus? Et ça, tu vois, c'est encore une question pour nous, c'est quel est vraiment notre taux précis
au pourcentage près de données analysées sur lesquelles on est satisfait du résultat. Alors, je reviens à ma question des challenges, parce que tu as parlé du challenge de l'analyse de code, que je comprends bien, mais qui n'est pas lié, enfin, c'est un challenge spécifique à ton métier. Il n'est pas lié au cloud. Est-ce qu'il y a des challenges spécifiques liés au cloud que vous avez dû résoudre également? Alors, en fait, c'est intéressant parce qu'au tout début, tu parlais d'agents. On a construit des agents, on a construit plein de technos autour d'agents, et on a construit même des technos autour de plugins d'API Gateway. Parce qu'on sait qu'aussi beaucoup de communication API passe par des API Gateway qui sont une sorte de super proxy, on va dire, pour faire simple. Et bien évidemment, on fait de l'analyse statique, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de pouvoir aller se plugger à 2-3 autres endroits dans le cycle de vie d'une boîte. Et là, l'API Gateway est très intéressante parce que forcément, elle agrège pas mal de communication. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé des agents là-dessus. Et quelque chose qui nous intéresse beaucoup, c'est d'aller pouvoir se plugger sur AWS API Gateway. Et là, on a un challenge qui est important parce qu'en fait, on n'a pas d'API propre sur AWS API Gateway pour le faire. Il n'y a pas de concept de plugin pour intercepter le trafic. Exact. En fait, le seul moyen, c'est tout instrumenter, de tout envoyer dans CloudWatch et d'aller lire CloudWatch. Le problème de faire ça, c'est que ça pose un certain nombre de problèmes de sécurité, parce que ça veut dire qu'on écrit énormément de choses dans CloudWatch, et surtout, ça fait exploser l'addition, parce que CloudWatch, pour le coup, n'est pas donné. C'est clair. Et ça, c'est un vrai sujet, alors que sur d'autres API Gateway du marché, plus open source, genre des Kong, etc., typiquement, c'est beaucoup plus facile, en fait. On y arrive plus simplement, ce qui est un peu dommage, mais on tourne autour du sujet, et d'ailleurs, on tourne avec vos équipes aussi, parce que ça nous intéresse de creuser, en fait, de trouver une solution. S'il n'y a pas de solution aujourd'hui, on va dire qu'il n'y en a pas. C'est comme ça. On peut pas faire une solution qui marche de partout. Mais on pense qu'il y a quand même un intérêt fort. Et ça, typiquement, c'est un challenge non résolu. Non résolu pour le moment, c'est l'intégration avec les API, les services managés d'API, en tout cas côté cloud. Oui, c'est vrai que des API Gateway, il doit y en avoir des paquets. Il y a les open source, tu as mentionné, il y a les services managés des cloud providers. Moi, je travaillais avant pour des éditeurs logiciels assez classiques qui le vendaient soit sous forme logicielle, soit même sous forme d'appliance. Je sais pas si ça se fait encore maintenant, mais il y a 15-20 ans, il y avait des appliances d'API management. Quel est votre futur de l'utilisation d'AWS? Alors, il y a ce challenge de s'intégrer avec API Gateway. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres chantiers en cours côté cloud, côté infrastructure d'abord, et puis après on parlera du futur de Bearer et d'évolution de vos services eux-mêmes. Côté infra, alors je te disais, c'est ce côté un peu PaaS-like qu'on essaie vraiment d'obtenir dans notre infra AWS, parce que l'un de nos challenges, c'est qu'aujourd'hui on hoste tout en cloud public. Mais vu la typologie de clients à qui on parle aujourd'hui, on sait très bien que ça suffira probablement pas. Même si on dit on n'a pas de code source, on n'a que des métadonnées, etc., ça ne suffira pas. Donc, il va falloir faire du on-premise ou du cloud, enfin, sur le cloud du client. Donc, comment est-ce qu'on déploie l'ensemble de notre infra sur le cloud de nos clients, sur leur compte AWS, typiquement, et surtout, comment est-ce qu'on le gère proprement et simplement. Et ça, c'est un sacré enjeu. Quand tu fais du SaaS, t'as pas envie de faire ça, en général. Non. Si tu le fais, c'est parce que t'as pas le choix, ou parce que, les clients qui le demandent ont les moyens de payer pour, parce que ça a un coût. Mais aussi, ce coût, il n'est pas forcément très intéressant si c'est pour mettre du coût humain chez nous en face, et d'avoir X personnes qui doivent le manager, et que ça ralentit notre vélocité, notre capacité de développer une nouvelle version, etc. Et ça, c'est un vrai enjeu sur lequel on n'a pas de réponse claire aujourd'hui. Mais c'est là où d'avoir l'infra la plus PaaS-like sera très intéressant. Aujourd'hui, on fait que du Terraform, on a des infras qui sont complètement codés as a service, mais ça suffit pas. C'est pas suffisant pour arriver sur ce type de réponse. Donc l'idée, ça serait de créer un compte AWS commun entre votre client et vous, où vous pouvez aller déployer votre solution et qui serait monitoré par le client, sur le compte du client. Semi-oné, où le client aurait accès en tout cas, voire même son compte à lui, ou un compte dédié pour votre solution appartenant au client. C'est exactement, c'est son compte à lui, ça doit être son compte à lui, parce qu'en fait les données vont rester comme ça chez lui. Bien évidemment, on y a un accès. Les étapes avant pour nous, c'est d'obtenir les bonnes certifications. Pour essayer de montrer le plus patte blanche possible. Donc tu as SOC 2 très américain dans l'esprit, qui marche bien en Europe aussi. ISO 27 ou ISO 28 quelque chose. ISO 27001 exactement. Donc bien évidemment, d'avoir une infra AWS, ça nous aide parce que notre partenaire d'infrastructure a à peu près toutes les certifications qu'on peut imaginer. On a même dans la santé.
On a HDS dans la santé, exactement. Donc c'est cette partie infrastructure pour nous qui est très très liée à notre capacité de déploiement, et la typologie de compte à qui on parle est un challenge complètement ouvert sur lequel on va chercher la meilleure réponse et la meilleure solution pour pas que ça ralentisse nos équipes, mais pour qu'on réponde aux besoins de notre client. Et sur le coup, c'est un mix de technologie, c'est un mix de process, et faut qu'on arrive à trouver la petite recette magique qui va bien, sachant que les solutions évoluent. Oui, bien sûr. Il y a des nouveaux services qui simplifient la création, la gestion, le management des comptes, notamment. Enfin, je parle avec ma loupe AWS, mais pas que. C'est bien, cette réponse répond à la fois sur le futur des solutions que vous voulez offrir pour vos clients, et le challenge, et comment la technologie peut vous aider à offrir cette solution. Donc, on couvre les deux. Je te l'avais pas dit en préparant cet enregistrement, mais si tu as un conseil pour ceux qui veulent lancer une offre SaaS sur le cloud AWS, de l'expérience et des quelques années de recul que tu as, ça serait quoi tes conseils pour se lancer en SaaS? Essayer de commencer avec une infra simple. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui commencent avec des infras beaucoup trop compliquées. Voilà, exactement. Tu l'as dit, hein. On prend une usine à gaz et en fait, on ne sait pas pourquoi. Et je pense que c'est là où il y a un potentiel dans le marché. Et a priori, donc, vous travaillez dessus chez Amazon, et je pense que c'est vraiment nécessaire. C'est d'avoir ce Heroku-là, puisqu'on parle toujours d'Heroku parce que c'est comme la première boîte qui a fait un pass quand même vraiment très bien fait, et qui est toujours là, même si c'est Salesforce derrière maintenant, et donc forcément ça a un petit peu ralenti, mais cette philosophie, c'est la meilleure philosophie possible pour monter un SaaS pour une boîte aujourd'hui. C'est simple, ça répond aux besoins, mais c'est dans une infra, et je pense que c'est clé, c'est pas dans une infra qui est forcément qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est son compte AWS, on sait où sont ses données, et ça c'est de plus en plus critique pour la sécurité, pour ses propres clients. Donc commencer simple, essayer d'avoir le plus quelque chose d'expérience qui ressemble à un pass. Je me souviens, d'ailleurs vous l'avez toujours, c'est Beanstalk qui faisait ça historiquement, mais bon, c'était un rachat, et je suis pas sûr que c'est vivant encore d'ailleurs. Si, c'est toujours là, Beanstalk, mais ça s'adresse plutôt à ceux qui déploient sur de l'EC2 traditionnel, et maintenant on passe plutôt, enfin les startups ou les natives cloud comme on dit, ils vont plutôt sur le serverless plutôt que sur Beanstalk. Et le pure serverless, c'est intéressant, on en a fait beaucoup historiquement, on est revenu sur certains aspects, parce que le pure serverless, c'est une belle promesse, mais c'est aussi un paradigme qui est complètement différent, faut quand même pas l'oublier, et que le paradigme complètement différent veut dire que beaucoup de solutions, beaucoup de façons de faire, même de monitoring qu'on a en tête, en fait ne marchent plus. Et donc il faut penser totalement différemment. Donc si on commence Day One, qu'on n'a pas trop d'historique, etc., je pense que c'est une très bonne solution, mais tout faire en serverless en 2021, je pense que c'est quand même encore compliqué. Par contre, il y a des éléments qui, clairement, en serverless, c'est génial de les faire en serverless. Il y a un bouquin que je cite souvent quand je fais des conférences ou des conclusions, justement sur la simplicité, et exactement ce que tu mentionnais. C'est un bouquin de John Gall, G-A-L-L, et je mettrai les liens dans les notes du podcast, écrit dans les années 70, donc c'est pas nouveau, hein, ça a presque 50 ans, qui dit qu'un système complexe qui fonctionne a toujours évolué à partir d'un système simple. Il n'est pas possible aujourd'hui de faire un système complexe from scratch dès le début et de le faire fonctionner. Ça va échouer. Donc commencez simple, écoutez les feedbacks de votre client et itérer à partir de là, et le cloud permet d'itérer rapidement. Donc on dirait que tu es aligné avec ce bouquin-là. Ça s'appelle Systemantics, je mettrai le lien. C'est difficile à trouver légalement aujourd'hui, s'il est plus édité, mais il y a toujours moyen de le retrouver. Si tu avais un product manager d'AWS en face de toi, ou une baguette magique en disant je veux changer un truc dans le cloud AWS, c'est quoi ton... J'ai une idée de réponse que tu pourras parler, parce qu'on en a déjà parlé. Effectivement, tu as celui dont je t'ai parlé sur votre sur API Gateway. Très clairement. Et je pense que ce sujet de comment est-ce que tu déploies des infras dans des comptes partagés avec ton client et toi, et je suis persuadé que AWS doit et peut avoir des réponses là-dessus, en fait. Peut amener des solutions. Ça, j'ai aucun doute, parce que vous êtes l'infra, on va dire, la plus courue des deux côtés, en fait, de l'équation.
Oui, ça semble une demande tout à fait raisonnable dans ton cas, et il y a des milliers de sociétés qui offrent des offres SaaS sur AWS, donc ça a beaucoup de sens d'avoir cette approche conjointe. Sur API Gateway, pendant que tu parlais, je repensais à un lancement qu'on a fait il y a quelques mois maintenant, qui permet d'attacher une lambda à des requêtes S3. Donc on appelle S3 et avant de retourner les données, S3 appelle une lambda pour faire du post-processing sur les données. Ça peut être de la transformation. Et je me disais, tiens, si on faisait la même chose sur API Gateway, ça résoudrait ton problème. Si on pouvait plugger une fonction lambda sur API Gateway pour faire un post-processing, c'est pas facile à dire, sur les données, c'est exactement ce genre de solution dont tu aurais besoin. Je suis pas en train de dire que ça va arriver, hein. J'essaye d'imaginer des solutions. Je connais pas les roadmaps. Non, je connais pas les roadmaps et c'est pas l'endroit pour parler de ça de toute façon. Mais oui, ce qu'on a fait avec S3, en fait, on pourrait l'étendre à d'autres services également. Bah voilà, on va faire une demande de fonctionnalité auprès de l'équipe API Gateway. Je pense qu'ils ont, un sujet que tu peux ramener. Ils en ont peu en plus des demandes, à mon avis. Donc. Guillaume, merci pour cette conversation, d'avoir un peu levé le coin du voile, d'abord d'avoir présenté Berreur et les services que vous offrez à vos clients, et puis d'avoir un peu levé le coin du voile sur votre infrastructure, les challenges que vous avez eu pour la mettre en place. Bonne chance pour la suite. On va suivre l'évolution de Berreur, berreur.sh, hein, comme Shell. C'est le code de quel pays, ça, SH? Je crois que c'est les îles Seychelles, justement. Ah, les Seychelles. Vous avez une filiale là-bas? Je veux bien faire travailler s'il faut aller aux Seychelles. Il faut pas en parler, ça, faut pas le dire à nos investisseurs non plus. Non, c'est sympa, c'est un peu geeky, les points de domaine.sh. Exactement. c'est tout l'objectif. Exactement. Berreur.sh, je remettrai le lien dans les notes du podcast. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À très bientôt pour un prochain épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.